Donc, bienvenue au Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies. On propose des conférences qui invitent des psychologues, des psychiatres, des chercheurs, des associations, voilà, pour parler des humains en général, de la psychologie, voilà, et des troubles psychologiques, bien entendu. Donc, ce soir, on a l'honneur de recevoir Raphaël Blo, qui est un ancien malade et vice-président de l'AFTOC. Voilà, donc c'est la première fois qu'on a l'AFTOC ce soir au centre depuis l'ouverture en 2020. Donc l'AFTOC, si vous ne connaissez pas déjà, c'est une association de loi 1901 créée en 92, gérée et animée par des bénévoles, c'est tout à leur honneur, et dont les objectifs sont d'aider les personnes souffrant de TOC et leur entourage aussi, notamment à travers l'organisation de groupes de parole, d'informer le grand public, comme ce soir, et la profession médicale sur ces troubles, de soutenir et promouvoir toute action de recherche pouvant contribuer à une meilleure prise en charge, donc on va en parler ce soir, et de participer à la représentation des usagers dans les instances de santé. Voilà, notamment, on en parlait au prochain congrès de la FTCC, où j'ai rencontré Raphaël au congrès de l'année dernière, du coup. Donc voilà, très intéressant. Donc bravo à cette association. Donc j'ai voulu voilà, leur faire honneur ce soir parce que ça fait longtemps que je connais cette association en tant que psychologue. Et j'avais envie voilà, d'écouter le vice-président et de promouvoir cette association d'utilité publique. Voilà. Donc je vous laisse avec Raphaël. Je vous souhaite une bonne conférence et si vous voulez poser des questions pendant, en direct, à la fin, comme vous voulez. N'hésitez pas à parler dans le chat que j'ai ouvert. On verra si tu peux faire en même temps. Sinon, pourtant, je viendrai et... Ah bon, le voilà, exact, tout à fait. Voilà, bonne conférence à tous. Ouais. Alors, bonsoir à tout le monde, celles et ceux qui sont là et celles et ceux qui sont en ligne. Donc, avant de commencer, je voudrais à mon tour remercier Alexandra, que j'ai rencontrée il y a un peu moins d'un an. C'était au 50e congrès de la FTCC, qui est l'association qui forme les thérapeutes à la TCC, qui est un traitement efficace contre le TOC, on en reparlera longuement. Et on s'est rencontrés autour d'une thématique que moi-même, en tant que vice-président de l'AFTOC, je ne connaissais pas ou très mal, qui est aussi une association que tu as créée et que tu défends, qui tourne autour de ce qu'on appelle les CRCC, des comportements répétitifs centrés sur le corps, qui sont aujourd'hui apparentés au TOC, mais depuis finalement que la dernière version du DSM. Et je t'apprécie beaucoup, Alexandra. Dire qu'on a échangé plusieurs fois. Je suis venu ici plusieurs fois. On a fait une interview qui est sur notre chaîne YouTube sur la dermatillomanie, et même dans cette salle que je vous invite à voir. Et voilà, et puisque tu es sûrement trop modeste pour le faire, tu as écrit aussi un livre remarquable sur la dermatillomanie. Donc voilà, je pense que ça mérite d'être dit. Et donc, comme Alexandra l'a dit, donc, moi je suis un ancien malade, je suis aujourd'hui vice-président de l'AFTOC. Et donc la conférence d'aujourd'hui, elle va parler du TOC plutôt du point de vue des malades et des thématiques qui se posent autour des malades. Donc comme Alexandra l'a dit, à l'AFTOC, il n'y a pas de thérapeute. Donc s'il y a des questions très scientifiques, je laisserai peut-être Alexandra répondre. Mais bon, voilà, en tout cas, on va dérouler une présentation. Je ne vais pas faire une simple lecture des slides, hein. L'idée, c'est... En fait, il y a deux objectifs dans cette présentation. Donc, je commence dans le vif du sujet. Hop, si j'y arrive. Donc, c'est mieux connaître le TOC. Donc, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible sur cette maladie, parce que c'est une maladie, hein, que d'emblée le mot soit prononcé. C'est même la quatrième. On estime que c'est la quatrième maladie mentale en France. Après, je crois, la dépression, les troubles phobiques et les addictions. Donc, le TOC vient juste après. Ça touche beaucoup de monde. C'est une maladie qui est non seulement méconnue, je trouve, mais aussi très sous-estimée. C'est-à-dire que TOC, c'est un petit peu dans le langage courant. Il y a, j'ai des petits TOC. Puis le Covid, je me lave les mains une fois avant de me coucher. Non, le TOC, c'est quelque chose de très sérieux, de très grave aussi. Et c'est un des messages que je veux faire passer, c'est que le TOC, c'est quelque chose de sérieux, qui peut mener très loin et qui peut coûter beaucoup. Et je pourrais même en témoigner personnellement, en illustrant avec mon cas personnel. Et l'autre message que je voudrais donner, c'est quand même un message d'espoir, c'est que oui, le TOC, ça peut être grave, ça peut être sérieux, mais heureusement, il y a des chemins pour en sortir. Et là aussi, je pourrais illustrer avec mon cas personnel et Alexandra aussi, de son rôle de... Non, mais tu contribues, non, mais parce que voilà, il y a tout le monde, tous les thérapeutes ne sont pas compétents pour sortir du TOC. Il y en a qui le sont. On donnera aujourd'hui
elle est un petit peu voilà, les thérapeutes à aller voir pour s'en sortir. Mais voilà. Donc, c'est d'une part un premier message pour dire le TOC, c'est grave, c'est sérieux. Et un autre message pour dire, mais heureusement, on peut s'en sortir et il y a des chemins pour retrouver le sourire. Alors, voilà, peut-être un petit mot sur l'association. Donc, elle a été créée en 1992, j'étais même pas né. On est agréé au ministère des Solidarités et de la Santé, ce qui permet concrètement de défiscaliser les dons et les cotisations qui nous sont versés. Je précise que l'AFTOC ne vit que des dons et des cotisations de ses membres et que donc, bah, évidemment, je ne peux que vous encourager à adhérer à une cotisation, même si c'est essentiellement une cotisation de soutien, mais ça nous aide beaucoup à nous développer, à assurer notre fonctionnement. On en parlait juste avant. Ah ouais, non, mais c'est- bon, je comprends qu'on n'ait pas le réflexe, mais voilà, ça nous aide à continuer notre activité dans une période où globalement les associations perdent des adhérents pour différentes raisons. Tout coûte cher, c'est sûr que c'est pas le réflexe qu'on aurait, mais ça nous aide beaucoup. Et donc, bah, l'émission de l'AFTOC, Alexandra, tu en as déjà parlé. On essaye d'informer. D'informer, c'est ce que j'essaye de faire ce soir. À la fois, bah, évidemment, les personnes qui sont malades ou leur entourage à travers des groupes de parole, qui est l'activité historique de l'association. On en a dans une dizaine de villes de France et on a, voilà, depuis notamment que le bureau a été renouvelé, on essaie d'étendre le nombre de groupes de parole. Il y avait le premier groupe de parole à Marseille ce week-end, j'y étais, on voit qu'il y a du monde. On en ouvre on en a ouvert un à Niort, à Metz, à Nantes l'année prochaine. Donc, c'est vraiment important d'être présent le plus possible sur le territoire parce qu'il y a des gens qui sont désemparés, à qui ça fait du bien d'en parler avec des gens qui finalement sont aussi concernés par le même trouble qu'eux. Informer bien sûr le grand public aussi, au-delà des malades. Pourquoi? Ben parce que on sait que le TOC, c'est une maladie qui génère de la honte, il y a une image de soi-même qui est très dégradée, et donc on n'ose pas en parler aux autres parce qu'on craint la réaction des autres. Et nous, on pense que ben, plus le grand public sera informé, plus ce sera facile pour les personnes malades de s'ouvrir de leur mal à leurs proches, parce qu'ils seront mieux au courant. Bonjour, bonsoir. Une mini pause pour les permettre. C'était le tout début. Vous n'avez rien raté encore. Alors, je continue. Donc, informer le grand public pour les raisons que je viens de dire. Et évidemment, bah voilà, essayer de peser aussi au point de vue politique, parce que aujourd'hui, le grand problème du TOC, c'est l'accès aux soins, la thématique de la prise en charge. Il y a des premiers pas qui sont faits, on pourra en parler avec mon soutien psy notamment, mais voilà, ça n'est évidemment pas suffisant pour soigner le TOC. Et donc, on a aussi ce rôle d'essayer de peser le plus possible politiquement, pas tout seul, hein, parce qu'on est plutôt une petite asso, mais avec d'autres associations plus grosses, comme l'UNAFAM par exemple, pour une meilleure prise en charge de ce trouble. Ah ouais. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, j'ai le chat sous les yeux, n'hésitez pas à les poser, comme ça je les verrai, j'y répondrai en direct. Et c'est pareil d'ailleurs pour la salle. Alors, donc les objectifs de la conférence, ben, finalement, je les ai déjà énoncés et au-delà de ce qui est écrit, véritablement, c'est ces deux choses. Comprendre véritablement ce qu'est un TOC, jusqu'où ça peut aller, comment ça marche, et ben, voilà, comprendre aussi qu'on peut s'en sortir, il y a des chemins pour en sortir. Et après aussi, plutôt en fin de conférence, je mettrai l'accent sur plusieurs thématiques qui sont extrêmement importantes, qu'on entend beaucoup dans les groupes de parole et dont on parle relativement peu. Et donc, je ne fais pas de spoiler, vous verrez à la fin. Alors, le TOC, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit, c'est une maladie mentale qui est la quatrième en France, maladie très invalidante, qui peut avoir des conséquences très fâcheuses qui peuvent conduire à l'isolement, à la perte d'emploi, qui peuvent conduire à des ruptures. Ça a été mon cas. J'ai perdu ma compagne à cause des TOC. Ben, je l'ai écrit, voilà, ça peut, dans les cas les plus graves, ça peut mener à la dépression. Et dans ce cas-là, on a déjà un problème grave qui se double d'un autre problème très grave, ce qui change d'ailleurs aussi le traitement. Et ça peut même conduire au suicide. On parlera tout à l'heure des phobies d'impulsion, qui est une catégorie de TOC qui est peut-être la plus terrible. Les phobies d'impulsion, notamment à connotation pédophile, connotation meurtrière, parfois ça génère tellement de honte que les personnes ne supportent pas, n'arrivent pas à en parler aux autres et préfèrent en arriver aux dernières extrémités qui peuvent être le suicide. Et c'est pas rarissime, malheureusement, ça existe. Donc, quelques statistiques sur le TOC.
Le TOC, on estime que ça touche 2 à 3% des gens. Et une statistique qui est amusante, enfin relativement amusante, c'est que ça dépend ni du pays ni de l'époque. C'est-à-dire que c'est une statistique qui est à peu près constante dans le temps et dans tous les pays dans lesquels on se trouve. C'est bon, pas aussi bien documenté d'un pays à l'autre. C'est plutôt l'Amérique du Nord qui est plutôt bien fournie, bien documentée, notamment le Canada, dont on s'inspire beaucoup. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Ça arrive plutôt à l'adolescence, entre 14 et 25 ans, mais ça peut arriver après, ça peut arriver à la retraite d'ailleurs. Il y a des gens qui n'ont pas préparé la retraite, qui se retrouvent un peu désemparés du jour au lendemain parce qu'ils n'ont plus d'activité et qui développent finalement un TOC. Mais c'est quand même plutôt à l'adolescence que ça se passe. Et en général, il y a un schéma qui se répète, parce que on nous pose souvent la question de l'origine du TOC. Il n'y a pas de réponse très établie. On sait simplement que dans le cerveau, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la recapture de la sérotonine, sans savoir vraiment dire d'où ça vient. Mais il y a un schéma quand même qu'on observe beaucoup, c'est la conjonction de deux choses, que les psys appellent un caractère obsessionnel, c'est-à-dire des petites manies qui ne sont pas en soi pathologiques ou alarmantes, mais qui montrent quand même voilà, des personnes qui sont jamais en retard, qui ont besoin que tout soit symétrique, sans que ce soit excessif ou complètement irrationnel. Voilà, perfectionniste, on dira. Donc, il y a, on va dire, ce terrain favorable. Et après, en général, ce qui déclenche un doc, c'est ce qu'on appelle l'élément, un événement déclencheur qui peut être d'ordre très différent. Dans mon cas, c'était le divorce de mes parents, qui était un événement difficile quand j'avais 14 ans. Et j'avais un caractère aussi un peu perfectionniste, donc c'est vraiment le cas d'école. Parfois, c'est la perte d'un proche, ça peut être une agression, mais ce n'est pas forcément des événements aussi graves, entre guillemets. Je disais, ça peut être la retraite mal préparée, ça peut être le passage d'un examen. Et je connais même quelqu'un dans mes amis dont ça a été le mariage. En fait, le mariage a été l'élément déclencheur par le stress que ça générait. Ça peut aussi être un accouchement. Il y a beaucoup de femmes qui développent des TOC après l'accouchement. Donc voilà, c'est un petit peu ces deux facteurs-là. Donc un terrain presque génétique, ou en tout cas perfectionniste, qui rend propice l'apparition de TOC suite à un événement déclencheur. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que le TOC et comment ça marche? On va revenir à la définition et à l'acronyme. Donc, dans le TOC, c'est le trouble à... Pardon. Ah oui, c'est vrai que... C'est pour être sûr pour l'enregistrement. C'est pas grave, on ne te voit plus, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais on te verra à l'enregistrement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de me voir, vaut mieux entendre. Donc, si on revient à l'acronyme, bon, il me voit. C'est très bien. Donc, le TOC, trouble obsessionnel compulsif, et finalement, la mécanique du TOC, elle se comprend dans le nom. Dans l'ordre, il y a d'abord des obsessions. Les obsessions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des idées qui vous viennent, que vous ne maîtrisez pas, comme toutes les idées que tout le monde a en permanence. Mais les pensées obsessionnelles du TOC, elles ont deux caractéristiques. D'abord, elles sont persistantes, c'est-à-dire que contrairement à la pensée qu'ont la plupart des personnes, c'est des pensées qui ne partent pas. On peut tous avoir des idées un peu embêtantes, il suffit qu'on marche 5 minutes dans la rue, qu'on pense à autre chose, elles partent. Dans le TOC, les pensées ne partent pas, elles sont persistantes. Et d'autre part, elles sont anxiogènes, c'est-à-dire que ce sont des pensées qui vont générer beaucoup d'angoisse. Et donc, on peut imaginer assez facilement dans quel état on peut se trouver quand on a voilà, un peu du jour au lendemain, enfin, qui arrive d'ailleurs de manière assez insidieuse. Hein. C'est pas complètement du jour au lendemain ou d'une seconde à l'autre, c'est dans la vie, des pensées qui tournent en général autour de thèmes, on en discutera après, des pensées qui génèrent de l'angoisse et qui ne partent pas. Et donc, pour évacuer l'angoisse, pour neutraliser cette angoisse, va arriver le deuxième aspect du TOC, qui pour le coup est quelque chose de délibéré, hein, qui peut être un acte ou un acte mental, qui est la compulsion. La compulsion, qu'on appelle aussi rituel, c'est la réponse que le sujet angoissé va apporter à cette angoisse pour la neutraliser. Et donc, c'est voilà, c'est simplement un acte qui va avoir pour objet d'annuler l'obsession. Le problème, c'est que en fait, dans le schéma du TOC, on va neutraliser l'obsession quelques minutes, mais ça va renforcer le... Non, non, allez-y. Est-ce que mon patient peut participer à Bien sûr. Avec plaisir. Bonsoir. 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 On en était au début, c'était la définition et le fonctionnement du TOC. Donc, en résumé, très, très rapidement, dans le TOC, il y a c'est un mécanisme qui repose sur deux choses. D'une part, des obsessions qui sont des idées
qui génèrent de l'angoisse et qui sont persistantes, qui ne partent pas toutes seules. Et donc, pour les faire partir et se soulager de cette angoisse, bah, le malade va mettre en place des compulsions de manière délibérée, qui va être une réponse matérialisée par un acte qui peut éventuellement être une réponse mentale pour neutraliser l'obsession. Exactement. On va revenir, on expliquera un peu dans le détail comment ça marche. Hop. Et donc, le problème du TOC, et là, je vais un peu en avant par rapport au diaporama, c'est que si on prend un exemple assez répandu, il y a deux familles de TOC qui reviennent très souvent. Il y en a beaucoup, hein, c'est la vérification et la contamination. C'est-à-dire qu'on va parler, on va dire, de thèmes d'obsession, on va parler, on va dire, des obsessions de contamination associées à des rituels qui sont souvent des rituels de lavage ou d'évitement. Et le problème, c'est que si vous avez, par exemple, là je prends mon cas personnel, j'avais un problème avec plein d'objets anodins du quotidien, par exemple les chargeurs de téléphone, par exemple les bouteilles de vin, mais que de vin rouge. Le TOC a sa propre logique complètement irrationnelle qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre. J'avais un problème avec les chemises aussi. Je ne pouvais plus mettre de chemise. Donc là, vous voyez, un bon exemple, c'est qu'aujourd'hui, j'en porte une. Voilà. Et donc, concrètement, dès que je touchais une bouteille de vin rouge, j'avais une sensation terrible de saleté. J'avais le sentiment d'avoir la main poisseuse. Et donc, il fallait impérativement que je me lave les mains le plus vite possible. Donc ça, voilà, l'obsession, c'est la peur d'être contaminé en touchant une bouteille de vin. Donc ça, c'est l'obsession. L'angoisse ressentie après l'avoir touché et la compulsion, le lavage pour évacuer finalement l'angoisse. Le problème, c'est que plus je me lave les mains, plus je renforce l'idée qu'il y a un risque en touchant une bouteille de vin. Tout ça pour vous dire que c'est la compulsion qui est l'arbitre de l'évolution du TOC, c'est-à-dire que plus vous faites votre compulsion, plus vous avez besoin de la faire. Pourquoi? Parce que plus vous faites votre compulsion et plus, en fait, vous renforcez les idées obsessionnelles. Et et le problème, c'est que plus l'obsession, enfin, le TOC est là depuis longtemps, bah, plus, voilà, moi j'en ai eu 12 ans, et ben pendant 12 ans, vous avez habitué votre cerveau à l'idée qu'en touchant certains objets, vous allez attraper une maladie, il va se passer une catastrophe. Donc, c'est un peu comme ça que marche le TOC. Et si on veut rentrer dans le détail, le TOC, c'est, on va dire, la rencontre de plusieurs choses. Et là, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Il y a des pensées intrusives qui génèrent des pensées automatiques, tout ça qui se confronte à un système de valeurs. Et je vais prendre un exemple concret qui va vous parler. Souvent, il y a une autre famille d'obsessions qui sont les obsessions de malheur. C'est-à-dire, vous allez avoir peur qu'il arrive malheur. Souvent, c'est à un proche ou à vous-même ou au monde entier, si vous pensez à un mauvais mot, si vous avez une mauvaise pensée. Et par exemple, si, imaginons que vous pourriez avoir une pensée intrusive qui est qu'il arrive malheur à votre mère. C'est pas une pensée qui en soi est pathologique. Ça nous arrive à tous, mais dans les personnes voilà, qui sont très angoissées par rapport à ça, c'est quelque chose qui va être constant. Vous avez cette pensée intrusive qui est qu'il arrive malheur à votre mère. Et là où ça va devenir problématique dans le TOC, c'est quand cette pensée intrusive va rentrer en contact avec un système de valeurs, un système de croyances qui, là, en revanche, va être erroné et qui va aussi être un axe de travail pour la thérapie, qui est de dire, je ne peux pas penser simultanément à ma mère et à un malheur. Sinon, il va lui arriver malheur. Et un exemple très bête, c'est si jamais je pense à ma mère et que au même moment, à la radio, sur France Inter, il parle du cancer, et là, ça va vous générer une angoisse terrible parce que vous allez vous dire, mince, j'ai pensé à ma mère et au même moment, il y a le mot cancer qui a été prononcé. Donc, pensée automatique, ma mère va attraper un cancer à cause de moi. Parce que j'ai pensé au mot cancer. Exactement. C'est une forme de système fusion à cause de l'environnement, mais des choses qui ne sont pas réelles, parce que c'est une pensée fusion-action, c'est-à-dire que parce que je pense à ma mère en même temps que j'entends le mot cancer, elle va attraper un cancer. Et là, ce qui est problématique, c'est pas tellement la pensée intrusive, c'est pas le fait que vous ayez peur qu'il arrive malheur à votre mère. Le problème, c'est la pensée qu'on peut attraper un cancer et qui peut arriver malheur à votre mère juste parce que vous entendez un mot. Et c'est ça, c'est ce système de croyance-là qu'on remet en cause en fait dans la thérapie. Mais j'y reviendrai. Ah, j'ai une question. Alors, est-ce que l'obsession pour une personne peut être vue comme un TOC quand ça... Difficile de répondre, comme ça, je sais pas si tu as un... Ah, est-ce que l'obsession pour une personne peut être vue comme un TOC quand ça ne dépasse pas l'érotomanie? Alors, je sais même pas ce que c'est que l'érotomanie. Quand on pense que quelqu'un est amoureux de nous, il y a un lien.
pense que la personne veut dire, est-ce que l'obsession amoureuse ou sexuelle, Ouais. c'est un TOC? Bah, en fait, dans le TOC, on retrouve le schéma. Si, il y a une compulsion derrière, bah, quelle angoisse ça génère et quelle réponse on apporte à cette angoisse. Là, juste comme ça, en se basant juste sur la question, je ne me prononcerai pas. Ce qui définit le TOC, c'est vraiment cette logique d'obsession de pensée. Là, voilà, là, je peux, enfin, là comme ça, ça pourrait. La question, c'est est-ce que ça peut, mais ça peut ne pas aussi. Ça peut ne pas. Ça peut ne pas. Si je peux me permettre, par exemple, quelqu'un vous quitte, vous n'arrêtez pas de penser à la personne. Est-ce que c'est l'obsession qui part ou est-ce que c'est le chagrin amoureux? Je pense que c'est ça en fait le fond de la question. Ah bah là, pareil, c'est difficile de se. Pour un psychologue, quand ça commence à devenir, quand ça commence à devenir invalidant dans la vie personnelle et ou professionnelle, que c'est chronophage et que la personne ne peut pas s'empêcher de le faire, c'est pathologique. Alors, il y a une précision dans la question, c'est par exemple, on pense à une personne et le rituel, ce serait de regarder ses réseaux sociaux ou autres. Bah là, oui, on pourrait, mais là aussi, ça peut ou ça peut ne pas. Ça peut ou ça peut ne pas. Souvent, ça commence comme ça. C'est vrai que c'est une obsession, hein. Je pas encore en top. Ah, si, nous, on voit des. Une personne arrive en retard au travail parce qu'elle passe du temps sur les Voilà. réseaux sociaux, oui. Parce qu'il y a aussi, en fait, je ne l'ai pas dit, parce qu'il y a une définition officielle du TOC, mais qui ne me satisfait pas. On considère que il y a TOC quand on passe plus d'1 heure par jour à faire ses rituels. Définition qui me paraît très incomplète. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on passe 55 minutes à faire ses rituels que c'est pas un TOC. On peut passer 1 heure à faire ses rituels, mais les pensées obsessionnelles peuvent occuper l'esprit toute la journée. Et du coup, c'est pas tellement pris en compte. On peut avoir une angoisse, voilà, très forte toute la journée, mais ne faire qu'1 heure de rituel, c'est possible. Et puis, ça fait fi de tous les évitements, dont on parlera juste après. Mais pour revenir à la question, ça peut, mais enfin, voilà, il faudrait analyser beaucoup plus en détail. D'ailleurs, quand on va voir exactement l'angoisse, c'est vraiment la matrice du TOC, c'est l'angoisse. Mais ça arrive, et par exemple, il y a des gens, j'ai rencontré quelqu'un qui avait peur d'être homosexuel, et du coup, ça l'angoissait. Alors, et c'est fréquent. Et alors, d'une part, il s'en voulait parce qu'il disait, mais quand bien même je serai homosexuel, c'est pas grave. Donc, déjà, il souffrait parce qu'il se trouvait homophobe d'avoir cette pensée-là. Et d'autre part, du coup, son rituel, c'est qu'il passait son temps à regarder des photos de filles sur Instagram pour se prouver qu'il était attiré par des filles. Mais il y passait des heures. Donc, dans ce cas-là, on était d'ailleurs, ça a été confirmé, dans un schéma de TOC. Et donc, c'est pour ça que là, l'exemple qui est donné, ça peut, mais voilà, il faudra regarder un peu plus en détail le cas dont on parle. Hop. Alors, je reviens. Alors, les familles d'obsession les plus fréquentes, parce que d'ailleurs, il y en a que 7, mais il y a autant finalement d'obsessions que de cas. Ce qu'on retrouve beaucoup, c'est la souillure, la saleté et la contamination, ce qui était mon cas, sachant qu'on n'est pas forcément sur la peur de la contamination et d'attraper une maladie. Il peut y avoir des contaminations un peu plus subjectives. Par exemple, il y a des gens qui sont en rejet contre leurs parents, et du coup, la contamination, ça va être en fait toucher leurs parents, c'est presque intellectuel, quoi. Il ne faut pas qu'ils touchent leurs parents parce qu'ils sont en rejet. Et moi, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, les TOC, puisque c'était pendant le divorce. Je pense qu'il y avait un système de défense, de protection, où je voulais me démarquer de la violence que je voyais au quotidien. Et donc, ça a commencé par les objets que touchaient mes parents. Alors, malheureusement, avec le temps, ça s'est étendu beaucoup plus largement, puisque le TOC évolue indépendamment de l'événement qui a pu le déclencher. Mais donc, la contamination, ce n'est pas uniquement la peur d'attraper une maladie. Ensuite, il y a un thème qui revient très souvent, c'est l'obsession d'erreur. Voilà, là, j'ai mal fermé le robinet, donc quand je vais revenir ce soir, ce sera inondé. J'ai mal éteint les appareils électriques, je vais mettre le feu à l'appartement, donc ça peut être ça. Et du coup, souvent, ce sont des rituels de vérification. Des gens qui vont passer 2 heures le matin, dans les cas les plus graves, à vérifier que tout est bien éteint, tout est bien fermé. Ça peut être très invasif. L'ordre, je ne vais pas développer tous les thèmes, mais il y a l'ordre ou la symétrie. Le malheur, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est le malheur que par un acte que j'ai fait, une pensée que j'ai pu avoir, il arrive malheur à mon entourage ou au monde entier. Et dans ce cas-là, ça peut être des rituels mentaux. C'est-à-dire que pour conjurer la mauvaise pensée, je vais me réciter une formule dans ma tête. C'est ce qu'on appelle aussi les TOC sans compulsion visible ou les TOC les pures obsessions.
les obsessions liées à la sexualité, j'en ai un petit peu parlé. Il peut y avoir aussi des obsessions religieuses et les phobies d'impulsion. Là, c'est important d'en parler parce que c'est parmi les plus graves. Voilà, la peur, en fait, d'avoir l'impulsion de meurtre, d'avoir l'impulsion du viol, des impulsions pédophiles. Donc là, vraiment, je parle dans le cadre du TOC, hein, parce que vous allez me dire, il y a effectivement des meurtriers, il y a effectivement des pédophiles, mais dans le cadre du TOC, c'est la peur de passer à l'acte. Il n'y a jamais de passage à l'acte, et que même quand on parle avec des psychiatres, ils disent qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Non, il y a jamais. Et que pour les pédophiles, il y a des choses un peu objectives. Il y a des phénomènes d'excitation, voilà, d'érection quand il y a présence auprès d'un enfant, ce qui n'est jamais le cas d'une personne qui souffre d'un TOC de phobie d'impulsion, qui ne va ressentir qu'une angoisse absolument insupportable, parce que là, par le caractère tabou de l'obsession, et c'est dans ce cas que nous, on a rencontré des cas de suicide, parce que dans le cadre, voilà, en fait, les phobies d'impulsion pédophiles, ça touche surtout les hommes, surtout les pères de famille. En fait, la compulsion, c'est qu'ils vont être odieux avec leur enfant pour que leur enfant n'ait jamais envie de se retrouver seul avec leur père, parce que le père, en fait, aura peur de passer à l'acte. Et c'est tellement tabou qu'ils ne s'en parlent pas à leur épouse, ils en parlent à personne et parfois ils commettent l'irréparable. Et pour par exemple, les phobies d'impulsion meurtrière, la compulsion, on est entre l'évitement et la compulsion physique, c'est que c'est des gens qui n'auront aucun objet pointu chez eux, qui vont jeter tous leurs couteaux, tous leurs ciseaux, qui vont éviter de se retrouver tout seul avec quelqu'un. Enfin, voilà, c'est un petit peu cette logique qu'on retrouve. Et je parle en la présence d'Alexandra, on va aussi mentionner bien sûr les comportements répétitifs centrés sur le corps, qui ont un fonctionnement un peu particulier, qui méritent d'être creusés. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite ensemble, mais qui sont aujourd'hui assimilés au TOC. Les compulsions, j'en ai parlé, mais évidemment, quand on a des obsessions de contamination, ben, le rituel le plus fréquent, c'est le lavage. Lavage de mains, du corps, d'objets. Moi, je passais des heures à me laver les mains. Je lavais mes téléphones, j'en ai bousillé 5 ou 6 à cause de ça. Je lavais mes clés. Enfin bon, ça peut être beaucoup de choses. Les vérifications, pareil, c'est assez connu. Mais il y a aussi voilà, les compulsions mentales qui peuvent être des comptages, des formules qu'on se répète, enfin, bon, vraiment des tas de choses, des tas de choses. Finalement, les compulsions, les chiffres. Ouais, il y a les chiffres pairs, impairs. Enfin, il y a vraiment des tas de choses. Ça peut être extrêmement complexe. Et en fait, comment est-ce que le TOC s'aggrave? Et là, je vais me baser sur mon propre cas. C'est que, mettons, moi, enfin, là, je ne saurais même plus. C'était on va dire au début de ma carrière de toqué. J'avais beaucoup. Enfin, c'était beaucoup centré sur les objets. Donc, quand je touchais certains objets, fallait que je me lave les mains. Certains livres, enfin, sans qu'il y ait vraiment de logique. Et c'était quand j'étais en classe prépa que mes TOC, ils ont le plus empiré, parce que c'est une période où il y avait beaucoup de stress et de fatigue. Et en fait, quand vous êtes stressé ou fatigué, mettons que quand je touchais un objet qu'il ne fallait pas, je me lavais les mains 3 fois. Mais quand vous êtes la veille de votre concours, de votre concours blanc et que vous êtes très stressé et fatigué, vous allez faire votre rituel. En fait, au bout des 3 fois, des 3 lavages, vous avez encore la sensation de saleté et vous n'êtes pas satisfait. L'angoisse, elle est encore là. Et là, vous allez laver vos mains une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois. Et c'est qu'au bout de la 6e fois que vous allez être satisfait. Et le problème, c'est que la fois d'après, bah, le rituel, ce sera plus 3, ce sera 6. Et en fait, au fil du temps, si vous faites rien, le TOC, il devient de plus en plus long, il devient de plus en plus complexe. Et dans le cas des rituels mentaux, souvent, les formules que vous vous répétez, elles sont de plus en plus étendues. Et parfois, vous en venez à avoir besoin de vous réciter une formule pendant 1 minute. C'est très long, ce qui fait que vous ne pouvez plus suivre une conversation. Si vous êtes en cours, vous pouvez plus écouter. Et en plus, c'est invisible. Donc, les gens, ils voient que vous êtes un peu dans la lune, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est parce que vous êtes en train de vous réciter votre formule. Et il suffit d'ailleurs que vous soyez interrompu au milieu de votre formule. Vous devez la recommencer. Et du coup, vous allez être irrité sans raison. Les gens ne comprennent pas. Et c'est un petit peu ça, le cercle vicieux du TOC. C'est que si c'est pas traité, les rituels deviennent de plus en plus longs, complexes. Et évidemment, ça renforce l'obsession. Donc, ça renforce le besoin de faire la compulsion. Donc, c'est ça le cercle vicieux du TOC, l'enfer du TOC. Et évidemment, tout ça, ben voilà, entraîne beaucoup de souffrance. Vous voyez, parce que une chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que quand vous êtes atteint de TOC, vous avez parfaitement conscience que c'est complètement excessif de se laver les mains pendant 3 heures. Vous avez confiance que ça n'a aucun sens de se laver les mains après avoir touché un chargeur, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Le TOC, c'est une perte de liberté. Vous perdez la liberté de faire autrement. C'est-à-dire, en fait, vous souffrez 2 fois. Vous souffrez parce que vos rituels vous épuisent et vous souffrez parce que vous vous voyez en situation, voilà,
enfin, vous obéissez à des injonctions qui sont plus fortes que vous, dont vous savez qu'elles sont absurdes, mais vous n'arrivez pas à les dominer. C'est pour ça qu'il y a énormément de souffrance et de honte. Et en plus, et de... Et la dépression, souvent, ça mène à la dépression, et surtout quand vous passez 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour à faire vos rituels, vous avez plus de vie, en fait. Et là, parce que ça arrive, et c'est pas si rare. Hein. Oui, Est-ce que c'est. Mais du coup, ça rentre pas dans le cadre d'un talk parce que c'est pas toujours, mais j'ai quand même autour de moi dans mon entourage, il y a toujours des gens qui vérifient 2, 3 fois que leur porte est fermée, mais sans que ça soit excessif, mais c'est juste vérifier 2 fois, ou par exemple, ça c'est quand on est enfant, j'ai vraiment compté toujours les marches, ou des ouais. choses comme ça. C'est comme une habitude, mais ça rentre pas dans le cadre d'un talk. Bah, on va dire, j'appellerais ça. En fait, la question, c'est quel est le niveau d'angoisse que ça génère, quelles sont les réponses, et surtout, est-ce que la personne peut faire autrement que de vérifier 3 fois? Alors, si c'est 3 fois dans une journée, on ne parlera pas d'un TOC. Il faut bien fermer pas. Ça peut être une obsession. Une fois, c'est pas dit s'il n'y a pas de détresse. Voilà. Par contre, ça pourrait être cette personne pourrait être une bonne candidate si jamais, dans les cas, par exemple, enfin, là, on est plutôt sur les vérifications, mais si c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se laver les mains 2, 3 fois après, dès qu'elle rentre chez elle, par exemple, pendant le Covid, ça, c'est des gens qui ont pu développer des TOC, et là, véritablement un TOC, parce qu'ils avaient, on va dire, des prédispositions, et il leur a fallu une pandémie mondiale avec tout le stress et l'angoisse que ça génère pour que ça, véritablement, ça prenne un caractère pathologique. Si c'est, on va dire, vérifier allez, 2 fois en sortant de chez soi que la porte est bien fermée, c'est pas choquant. De la même manière, se laver les mains parce qu'on a pris le métro, c'est pas choquant. Quand on commence à se laver les mains 10 fois, qu'on commence à laver des objets qui sont propres ou à vérifier 10 fois et que ça prend du temps et qu'il y a des conséquences qu'on arrive en retard au travail, là, ça devient moins contrôlé. La question, c'est... Je pense par exemple aux enfants qui, sur les passages piétons, ne marchent que sur les ne pas toucher les traits, sur les trottoirs. C'est une très bonne... C'est une très bonne remarque. Alors, c'est difficile, c'est une question qui n'est pas évidente. Et justement, le danger, c'est la surinterprétation. Alors oui, moi j'avais ça, par exemple. Mais ce n'est pas en soi un problème. C'est à surveiller. Ça montre, on va dire, voilà, un terrain, un caractère un peu obsessionnel, mais ce n'est pas en soi inquiétant. Et il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse qui est de dire, oula, cet enfant, il marche il marche pas sur les jointures des carreaux, donc il a un TOC, il faut l'emmener chez le psy. Ou ça peut être un jeu. Et en plus, les enfants, souvent, ils ne savent pas ce qui est normal. C'est ça aussi la difficulté, c'est qu'ils ne se rendent pas bien compte de ce qui relève du développement normal de sa croissance et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est à surveiller, mais il ne faut pas non plus s'alerter. Et c'est tout le problème d'ailleurs qu'on a quand on essaie de faire. Ça, mais j'imagine que sinon, il y a des crocodiles. Ça peut être ça, mais disons que c'est quand même à surveiller. C'est quand même à surveiller. Si on pense qu'il y a un malheur derrière, peut-être, oui. Moi, ça commence c'est anxiogène en tout cas. C'est un jeu et c'est... Oui, c'est bien sûr, si je ne touche pas les bandes blanches, ben, je meurs. Est-ce qu'il y a l'angoisse qui va avec aussi, quoi? Est-ce que c'est ça Après, ça peut commencer. Et souvent, c'est rarement les tocs, ça vient pas du jour au lendemain. C'est un petit peu une. Après, moi, ça a été assez rapide quand même, mais c'est pas du jour au lendemain. Donc, il faut pas laisser s'installer des mauvaises habitudes. Après, il y a une bonne nouvelle pour les enfants, mais je le dirai après quand on parlera des traitements. C'est que vu que les enfants sont des éponges à apprentissage, c'est très facile d'enlever Enfin, c'est très facile, à condition de bien s'y prendre, mais c'est beaucoup plus rapide d'enlever les mauvaises habitudes. Et les thérapies pour les tocs des enfants sont plus courtes que les thérapies des adultes. Aussi parce que les TOC ne sont pas ancrés depuis aussi longtemps. Donc là, j'ai pris un peu d'avance sur la suite, mais est-ce que vous avez d'autres questions tant que... Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de TOC chez les enfants, justement? Oui, c'est très fréquent. Alors, dans nos groupes de parole, souvent, ce sont les parents qui viennent, qui décrivent des choses qu'ils ressentent. Alors, nous, on se garde évidemment de tout diagnostic, mais qui décrivent des choses qui sont caractéristiques des TOC. Et quand ils reviennent après qu'ils ont vu des psychiatres, en effet, souvent, le diagnostic est confirmé. Pourquoi, comme type d'événement, est-ce que ce serait par exemple genre comme une phobie scolaire Alors, tout dépend de l'objet, enfin de l'obsession mais tout existe. Souvent, on retrouve les obsessions d'erreur, on retrouve la contamination, on retrouve, c'est finalement à peu près les mêmes thèmes d'obsession que les adultes, mais c'est pas exprimé. Chez l'enfant, il garde pour lui, il y a une forme, il a,
Il a honte aussi. Il a honte aussi, donc c'est aussi souvent des situations plus difficiles à la maison parce que l'enfant devient très agressif. Les parents comprennent pas pourquoi, ils sont épuisés et ils peuvent avoir des dépressions aussi. Donc oui, oui, ça peut arriver. Et là aussi, le traitement est pas les mêmes, surtout quand il faut donner des antidépresseurs aux enfants. C'est pas les mêmes médicaments qu'on donne pour traiter le TOC tout seul ou le TOC quand il y a une dépression ou autre chose à côté. Donc, j'ai fait une slide sur les évitements, simplement pour dire, je l'ai déjà un peu dit, que l'évitement, c'est une compulsion à part entière. Je vous disais, moi, j'avais un problème avec les chargeurs de téléphone. En fait, j'avais un problème avec les chargeurs blancs. Et donc, mon évitement, c'est que j'avais acheté un chargeur qui était bleu, tout simplement. Et c'est complètement absurde, mais pourtant, c'est la vérité. Mais pareil, le fait d'avoir un chargeur bleu et d'être rassuré avec mon chargeur bleu, bah, ça renforçait l'idée que les blancs étaient pas bons, quoi. Donc, c'est pas parce que, voilà, et ça prend pas du temps dans votre journée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du temps de lavage qui se chronomètre. En revanche, c'est quand même un symptôme très fort du TOC. Ou si vous avez un problème parce qu'il y a un quartier qui vous revient pas, parce que vous avez vu une personne que vous aimez pas, ne jamais aller dans ce quartier, c'est un évitement. Donc voilà, c'est important de le dire. Oui. Ça va être quoi la limite entre juste un évitement, on va dire, normal et un évitement d'auteur? Alors, qu'est-ce que vous appelez un évitement normal? Par exemple, si je prends l'exemple de votre chargeur, vous pouvez juste avoir un mépris, je ne sais pas, pour les chargeurs blancs, sans que ce soit générateur d'angoisse. Bien sûr, bah voilà, mais vous avez la réponse. C'est qu'en fait, je ne pouvais plus. En fait, c'est quand vous perdez la possibilité de le mépris, juste si c'est du simple mépris, à la limite, je pourrais en avoir un, j'aimerais pas, mais je pourrais en avoir un. Là, moi, je ne pouvais plus. C'était impensable de toucher un chargeur blanc. J'avais perdu la liberté de prendre un chargeur blanc, tellement ça me générait d'angoisse. C'est en ça que l'évitement est vraiment enfin, partie intégrante du TOC. Bon, un exemple là, mais je ne m'attarde pas parce j'en ai déjà donné. Fusion, pensée, action. Oui, oui, on peut revenir, hein, mais voilà, l'idée obsessionnelle qui est la peur d'avoir mal fermé la porte et donc qu'il y a un cambrioleur, éventuellement, si j'ai laissé un enfant, bah, qu'il arrive malheur à mon enfant, parce que, et ben, du coup, voilà, réponse complète. Donc, montée d'angoisse très forte. J'arrive à mon travail, je suis assailli par cette pensée, elle est tellement forte que je ne peux pas faire autrement que de revenir chez moi pour vérifier. Je remonte, évidemment, la porte était fermée, et je revérifie 20 fois, je redescends. Je redoute, je remonte et ça dure et vous perdez une demi-journée de travail, tout simplement. Oui, et quand ça se double, parce qu'évidemment, enfin, un TOC peut toucher, dans les cas graves, plusieurs catégories en même temps. On peut avoir simultanément des obsessions de contamination, de vérification. Les cas les plus graves, ils cumulent tout. Et donc, voilà, dans l'exemple qu'on a mis, c'est donc pendant mes vérifications, je redescends, je fais tomber mes clés, catastrophe, parce que du coup, en plus, le TOC de contamination qui se rajoute. Donc, je vais remonter, je vais ouvrir ma porte, je vais laver mes clés 4 fois. Enfin, voilà, vaut mieux en rire, mais ça peut. Ben là, on voit à quel point ça peut être l'enfer et les conséquences que ça peut avoir. Parce que si vous faites ça 3 jours d'affilée, que vous ce n'est pas 3 jours d'affilée à votre travail, vous le perdez. Hop. Les pensées, donc là, les phobies d'impulsion, j'ai un peu décrit le mécanisme. C'est voilà, je vois un couteau et je suis tout seul avec quelqu'un dans une salle. Eh ben, je vais avoir une angoisse très forte qui est liée au fait que, mais qu'est-ce qui va, enfin, qui va être tout simplement la peur en fait de prendre le couteau et de se jeter sur la personne qui est en face de moi et de la tuer. Et il y a un corollaire de ça, mais je constate que beaucoup de gens ont ça, c'est en voiture. Les gens qui sur l'autoroute se disent, mais finalement, il suffit que je donne un coup de volant pour tuer tout le monde. Évidemment, il n'y a pas de passage. Et ça, c'est des pensées, je constate que tout le monde les a à peu près, sauf que dans la personne qui a un TOC, elle va avoir tellement peur qu'elle ne va pas prendre la voiture, en fait. Elle va être incapable de prendre la voiture parce qu'elle sera trop angoissée. Mais ça illustre aussi une chose, c'est que finalement, dans le TOC, la pensée obsessionnelle, elle part pas complètement de nulle part. Enfin, on peut, voilà, attraper des maladies, ça existe. C'est simplement une question de curseur qui est qui est très exagéré et excessif dans le TOC. Mais c'est pas, c'est des thèmes qui peuvent préoccuper chacun, mais pas à des niveaux aussi angoissants et aussi persistants. Bon, et on a donné d'autres exemples. Voilà, et aussi l'impulsion de se jeter par la fenêtre. Enfin, là aussi, finalement, les peurs
peuvent aller très loin et peuvent être extrêmement diverses. Ce qui est vraiment caractéristique du TOC, c'est toujours revenir à la définition, les obsessions et les compulsions. Et dans les compulsions, les évitements. Évidemment, le TOC, on la connaît aussi sur la maladie du doute, puisque finalement, si je reprends l'exemple de prendre le métro, c'est pas impossible, c'est objectivement quand même un endroit qui est assez sale, mais voilà, c'est pas, dès que vous allez prendre le métro, vous n'allez pas attraper une maladie. Il y a peut-être 0,01% de chance que vous ayez une maladie grave en prenant le métro. C'est pas zéro, mais c'est très faible. Et ben, chez une personne qui a un TOC, en fait, ce 0,01, ça va être équivalent à 100%. Parce qu'il y a une toute petite part de doute, et ben, le risque, il est avéré et je vais attraper une maladie. C'est l'intolérance au doute. Et c'est ça aussi, un des axes de travail dans le traitement, c'est d'accepter cette part de doute, mais de la remettre à sa place. C'est dire, oui, ben, oui, en effet, il n'y a pas zéro, c'est pas zéro, mais c'est 0,01. Et 0,01, c'est peu. Ça, je redévelopperai après. Alors, bah, là aussi, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est véritablement la compulsion qui est l'arbitre de l'évolution du TOC. Plus vous faites la compulsion, plus vous avez besoin de la faire. Donc, plus vous faites votre compulsion, plus vous aggravez le TOC, et moins vous la faites, et plus vous allez vers la guérison. Et c'est justement la base du traitement. Une chose importante à dire, c'est que c'est très rare. Ça arrive, c'est très très rare, mais ça arrive que le TOC parte de lui-même. Parfois, c'est quelque chose qui arrive, mais on en voit, hein, c'est vraiment très rare. Mais globalement, s'il n'est pas traité, le TOC ne peut faire que s'aggraver, voire exploser voilà, dans des périodes de stress, de fatigue, qui sont vraiment les moments où le TOC tend à s'aggraver. Et de la même manière, moi, dans mon cas personnel, grosso modo, je voyais bien que la tendance était quand même à l'aggravation permanente. Et je me disais, bon, le jour où ce sera vraiment compliqué, où je serai sur le point de perdre mon emploi ou ma copine ou autre, bah, il partira tout seul. Donc voilà, déni, ça ne marche pas comme ça. Ou le corollaire, c'est le jour où ça deviendra vraiment grave, bah, je trouverai en moi-même les ressources pour l'enlever. Ce qui est faux aussi. Enfin, il y a des gens qui arrivent, mais c'est vraiment très minoritaire. Et évidemment, plus le TOC est... Les affections, j'arrête d'assumer quand Voilà. c'est rare, vraiment que j'en pas. Sauf que je pense que ça marche pas comme ça, hein. Ça marche pas comme ça. Et évidemment, plus le TOC est là depuis longtemps, plus les mauvaises habitudes sont ancrées, plus les thèmes, les idées obsessionnelles sont fortes, et plus c'est difficile de l'enlever. Et c'est pour ça que pour les enfants qui ont des TOC depuis peu de temps et qui ont en plus ils sont assez malléables au changement, c'est finalement plus facile quand le traitement est bien fait, d'éradiquer le TOC. Alors, les comorbidités, ça c'est très important parce qu'on en parle trop peu dans le cadre du TOC. Mais évidemment, quand on passe 8 heures, 12 heures par jour à faire ces rituels, au bout d'un moment, on n'a plus de vie et on a une dépression. Je ne sais pas si d'ailleurs la dépression, s'il arrive que la dépression génère des TOC. Je pense que c'est plus rare. Je ne sais pas, Alexandra, si tu as des exemples, mais Pas dans la même catégorie, la dépression, c'est un trouble d'humeur, alors que toi, c'est un trouble anxieux. ouais, c'est pas forcément dans l'autre sens. Mais en tout cas, il peut y avoir des comorbidités dans le TOC. C'est-à-dire le TOC peut se doubler d'autres troubles. Enfin, tout est possible. Tout est possible, mais voilà, ceux qui reviennent le plus souvent, évidemment, c'est la dépression, mais le TOC peut aussi s'accompagner de troubles anxieux, de troubles addictifs, de tics aussi. Savoir qu'avant, l'association, c'était Aftoc Gilles de la Tourette, au tout début. Et finalement, après, ça a été scindé il y a longtemps, hein, mais il y avait ce rapprochement qui était fait entre les tics et les TOC. Il peut y avoir un stress post-traumatique, auquel cas, bah, voilà, l'EMDR pourra avoir son intérêt dans le traitement. Et tout ça pour insister sur une chose, c'est la nécessité du diagnostic. Parce que nous, on a souvent des gens qui viennent nous voir dans les groupes de parole, qui nous décrivent des situations où on se dit, bah oui, ça ressemble beaucoup à un TOC, mais allez voir quand même un thérapeute et de préférence un psychiatre pour faire le diagnostic, parce que s'il y a des comorbidités, en fait, la prise en charge ne sera pas la même. La prise en charge ne sera pas la même. Donc, c'est très important d'aller conforter. C'est pas parce que vous allez lire des choses sur Internet ou que vous allez parler à des gens qui ont des TOC qui vont dire bah oui, c'est ça. Parce que si vous avez une comorbidité qui pourrait être celles qui sont à l'écran, eh ben, ce sera pas du tout le même traitement. Des questions avant qu'on passe au traitement? Peut-être dans les. Ouais. Comment est-ce que vous, comment est-ce que vous dépisteriez en quelque sorte un top précoce en Chez un enfant plutôt ou quand il n'est pas encore
très installés, est-ce que vous arrivez à les détecter? Alors là, vous parlez de l'adulte qui détecterait son propre TOC ou l'entourage? Le sujet. Bah, le sujet, en fait, c'est difficile parce que par le caractère honteux du TOC, en fait, au début, on ne s'en rend pas compte. On fait des comportements, on croit qu'on le maîtrise, mais on ne le maîtrise pas. C'est véritablement quand on commence à ne plus pouvoir faire autrement. Pour moi, l'alerte, elle est là. C'est quand vous ne pouvez plus faire autrement. Quand vous ne pouvez plus sortir de chez vous sans pouvoir vérifier plusieurs fois, quand vraiment c'est la perte de liberté qui doit alerter. Je, Oui, enfin, c'est là où je veux en venir, quand tu me dis traiter le TOC. Au final, si par exemple cette personne va chez un thérapeute, comment il pourrait détecter ce type de début de comportement compulsif afin que la compulsion ne s'installe pas trop en fait. C'est-à-dire que si déjà la personne va voir le psy, c'est qu'elle a déjà conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc elle va décrire après. C'est pas, enfin, peut-être que c'est pas un TOC. Peut-être que c'est pas un TOC, mais c'est la bonne démarche en tout cas. C'est ce qu'il faut faire. Quand on sent qu'on a des comportements qui peuvent se rapprocher, qu'on commence véritablement à rentrer dans cette logique, qu'on constate des angoisses qui sont pas forcément justifiées sur des obsessions qui sont excessives, qui sont irrationnelles, et qu'il y a cette réponse compulsive à chaque fois. Là, voilà, là, il y a le mécanisme qui est caractéristique du TOC. Et au point où vous perdez la possibilité de faire autrement qu'avec vos compulsions. C'est véritablement ces deux choses-là qui sont caractéristiques du TOC et qui doivent mettre la puce à l'oreille. D'ailleurs, en général, et quand c'est déjà conséquent, que ça prend beaucoup de place dans votre vie, souvent, bah, c'est là que les psys proposent de rentrer dans une des thérapies dont je vais parler tout de suite. Mais c'est véritablement ça, c'est cette mécanique d'obsession, de pensée obsédante, persistante et anxiogène, et une réponse compulsive que vous ne pouvez plus maîtriser. C'est ça qui doit alerter. Et la souffrance qui va avec. Et la souffrance qui va avec. Alors, il y avait une autre question. Les troubles de la possibilité borderline sont-ils touchés? Alors, on en a vu dans les groupes de parole. Ouais. On en a vu. Ça Parce arrive. que le trouble de la personnalité borderline, c'est un trouble de la personnalité. Ça n'a rien à voir avec un TOC. On peut avoir un trouble anxieux, un Voilà. trouble de la personnalité, tout à fait. On a aussi, ce qu'on entend beaucoup, donc c'est la dépression et les personnes qui sont maniaco-dépressives aussi. Ça revient, voilà, bipolaire. Ah, on dit bipolaire parce que je crois que c'était le. Ouais, c'est le cas. D'accord. Mais Bon. c'est l'ancien manuel. C'est l'ancien, voilà. Donc, je ne savais pas avec quel C'est était bien là. parce que quelle année les gens. Voilà, le dernier, c'est 2015, le dernier DSM. Bon, on attend le prochain. Donc, la réponse est oui. Alors, donc maintenant, j'en viens au traitement du TOC. C'est là qu'on va retrouver un peu le sourire. Alors, j'espère que je n'ai pas trop tombé l'ambiance. Voilà, on a mis des petits soleils. Donc, grosso modo, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le TOC, c'est plutôt une maladie de bon pronostic. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le TOC il est bien pris en charge, et j'insiste sur quand le TOC est bien pris en charge, les chances d'amélioration sont bonnes. J'ai dit amélioration, je ne dis pas guérison, parce que le mot de guérison, il pose problème dans le TOC, parce qu'on sait qu'il peut rester une vulnérabilité. On parle plutôt de rémission, ou mieux, de rétablissement. Mais si les traitements sont bien suivis, que la fréquence voilà, de consultation est bonne, parce qu'après on en parlera aussi, que les exercices sont bien faits, que l'entourage est aidant, il y a vraiment de réels motifs d'espoir. Grosso modo, il y a deux traitements qui aujourd'hui font à peu près l'unanimité quand il s'agit de TOC. Le premier, en première intention, c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive. Et pour aussi poser des questions à Alexandra, qui la pratique, enfin, qui connaît très bien le sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que la thérapie comportementale et cognitive? Donc, moi, je peux en témoigner personnellement parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis voilà, d'aller mieux, d'aller beaucoup mieux et même d'arriver à un rétablissement total en 1 an. Ce qui est plutôt court, mais parce qu'en général, ça peut être plus long, mais bon, moi, ça m'avait coûté suffisamment cher et je voulais me débarrasser une fois pour toutes de ça. Mais globalement, la TCC,
C'est la motivation avait beaucoup fait. Moi, je précise que moi, j'ai commencé à la TCC, je m'étais fait quitter par ma copine avec qui j'étais depuis 4 ans. Donc, ça avait été ça, véritablement, l'électrochoc. Et le message que je veux passer, c'est n'attendez pas de perdre votre boulot, de vous faire larguer, d'être en dépression pour aller consulter. Donc, c'est pour ça que la question de madame juste avant était bonne. C'est que dès que vous avez enfin, que ça commence à déraper, à plus être sous contrôle, la bonne démarche, c'est d'aller consulter. En fait, finalement, le rôle de l'AFTOC, pour être résumé comme ça, c'est on encourage les gens à aller consulter. Parce que il y a que comme ça qu'on en sort finalement. Donc, la TCC, c'est 2 choses. Un volet comportemental et un volet cognitif. Donc, c'est thérapie comportementale et cognitive. Ce sont 2 volets qui se complètent très bien. Le volet comportemental, alors, c'est très simple à dire, c'est j'ai un problème avec les bouteilles en verre, et ben, je vais toucher une bouteille en verre volontairement et je vais m'interdire de me laver les mains. Très facile à dire, très compliqué à faire quand vous avez cette pensée qui est très ancrée depuis 12 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exposition avec prévention de réponse, c'est-à-dire vous vous exposez volontairement à une situation difficile et vous allez empêcher la réponse compulsive. Mais vous n'allez pas faire, si je vous dis ça, vous avez des tocs de contamination, je vous dis, bah, vous touchez le sol et vous attendez que ça passe, ça va être très difficile. L'art de la TCC, ça va être de trouver des méthodes justement pour évacuer l'angoisse, pour faire en sorte qu'elle passe plus vite. Et que voilà, vous retrouviez une stabilité émotionnelle, parce que si je vous dis ça, ben, forcément, au bout d'un moment, vous allez aller vous laver les mains. Et ça s'apprend. À gérer l'angoisse, ça s'apprend. Et en fait, quelle est la mécanique? L'idée, c'est je vais toucher, je vais refaire l'exercice. Il ne s'agit pas de le faire une fois, il faut le faire vraiment, c'est sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années. Ça va être de montrer à votre cerveau que j'ai beau toucher ma bouteille de vin, si je ne me lave pas les mains, en fait, il ne va rien m'arriver. Je vais attraper aucune maladie. Il ne va rien se passer de grave. Et donc, ça va être de montrer, en fait, de prouver à votre cerveau que, eh ben, il n'y a aucun danger à ne pas faire la compulsion. Et ça, c'est des choses, à chaque fois, ben, vous donnez un petit coup de canif dans la pensée obsessionnelle. C'est-à-dire que la pensée que il va y avoir un malheur en touchant une bouteille de vin, ben, elle va être un petit peu battue en brèche à chaque fois que vous arriverez à ne pas vous laver les mains. C'est tout simplement ça. C'est vrai, le principe de la TCC, c'est ça. Et l'autre aspect, le volet cognitif, ça va être là, pour le coup, ça va être fait en séance avec le thérapeute. Ça va être de dire, bon voilà, tu as un problème avec les bouteilles de vin, pourquoi? C'est quoi le problème? Concrètement, de quoi tu peux rire? On va essayer de décortiquer véritablement la pensée, de remonter et finalement d'arriver à la conclusion, bah oui, en fait, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de comprendre le caractère complètement excessif, voire irrationnel. C'est pas pour autant que vous allez pouvoir, comme ça, par magie, retoucher une bouteille de vin, mais disons que quand vous arriverez à l'exposition, ça va être difficile, mais rationnellement, vous aurez compris, ah bah oui, au moins je m'expose, mais je sais que c'est irrationnel. Et en fait, les deux, du coup, travailler le cognitif, ça vous aide à vous exposer, et le volet comportemental, bah, ça vous prouve que les pensées obsessionnelles n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, lorsque vous touchez une bouteille de vin, vous avez encore des... C'est une très bonne question. Et je veux plutôt prendre l'exemple de la chemise. Parce que mettre une chemise, c'était devenu impensable. À tel point que je travaillais dans un groupe du CAC 40 où c'était costard-cravate tout le temps. Et j'avais admis le fait qu'un jour, il faudrait que je démissionne et que je travaille dans une boîte où on ne me demanderait pas de mettre de chemise. Pour vous dire à quel point l'idée de mettre une chemise, c'était devenu horrible. Donc, quand vous faites, en fait, c'est en 3 temps. Au début, quand vous faites la TCC, je vais mettre la chemise. Et ce qui va partir en premier, c'est la compulsion, mais parce que je m'oblige à le faire. Au début, c'est très, très dur. C'est-à-dire je mets ma chemise et j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche, de mettre la chemise au fond d'un sac et de cacher le sac le plus loin possible. Donc, ce qui part, c'est la compulsion. Après, ce qui va à force de mettre des chemises, du coup, 3 fois par jour, de vous habituer et de supporter finalement l'angoisse, elle va baisser. C'est-à-dire que plus vous allez mettre la chemise et moins l'angoisse va être forte et moins elle va durer longtemps. Exactement, exposition, vous vous exposez, et au fil du temps, les angoisses, elles partent de plus en plus vite, elles sont de moins en moins fortes, et donc ce qui va partir, c'est la gêne, en fait. C'est-à-dire que plus je vais m'exercer à mettre une chemise et à m'empêcher de me laver, la gêne, elle va être de moins en moins forte, jusqu'au moment où elle va partir. Et aujourd'hui, 3 ans après ma TCC, quand je prends une chemise le matin, ce qui part, c'est l'idée même qu'une chemise peut être contaminée. Aujourd'hui, j'y pense même plus. C'est parti, c'est un TOC qui est parti complètement. Complètement. En 3 temps, d'abord la compulsion, c'est difficile pendant le traitement. Ensuite, la gêne, voilà, l'idée que la gêne qui est liée au port d'une chemise. Et en dernier lieu, l'idée même que la chemise peut être contaminante. Donc, c'est vraiment en 3 étapes. Et tout ça, ça repose sur l'exposition, sur la répétition des exercices et qui prouve finalement à votre cerveau qu'il n'y a aucun problème à porter une chemise.
Mais encore une fois, là, je partais de très très loin et ça a mis du temps. Hein. C'est pas du jour au lendemain. C'était sur plusieurs mois. Et là, ce soir, tu veux une chemise alors que t'es pas au boulot. Non, mais j'étais au boulot juste avant, Soleil. Donc, mais non, c'est parti complètement. Les chargeurs, les bouteilles, c'est même plus un sujet. Je n'y pense même plus aujourd'hui. Après, il y a encore des petites techniques en TCC. Par exemple, on demande toujours de 0 à 10 à combien est l'anxiété. Et on n'a pas le droit de faire des exercices à plus de 6 sur 10. Exactement. J'allais y venir. Par exemple, toucher par terre au premier exercice, c'est impensable, donc ce serait 10, donc c'est d'angoisse. Exactement. Ça. Et puis, les expositions, c'est toujours PPPR, préparé, progressif, oublié. Oui, mais c'est très cadré. Mais en fait, la TCC, il faut voir ça comme c'est une technique, c'est une mécanique. Ah, il y a le volet cognitif qu'on discute, mais globalement, c'est des exercices. Moi, j'ai pas fait un seul exercice d'exposition en séance avec mon psy. C'était toujours des exercices que je faisais à la maison. Et en fait, ça commence par une analyse. Vous prenez un papier et un crayon et vous notez du lever au coucher toutes les situations qui génèrent des TOC et vous les notez en fait de 1 à 10. Et vous allez voir qu'il y a des situations qui vous posent plus ou moins de problèmes. Et évidemment, c'est très progressif. C'est-à-dire que vous allez attaquer d'abord des situations à 1 sur 10, 2 sur 10. Une fois que vous êtes à l'aise, vous allez attaquer 3 sur 10. Et c'est vraiment très, très progressif. Sachant que la progression, ce n'est pas forcément quelque chose de très linéaire. Ça peut faire, mais globalement, la tendance de fond, c'est à l'amélioration. Après, si pendant la TCC, vous avez passé un concours, vous avez du stress, il peut y avoir un ralentissement dans la progression, mais globalement, la tendance doit être à l'amélioration. Est-ce que vous avez des questions sur la TCC? Parce que il y aurait beaucoup à dire. Bah, c'est du vécu, là. Donc là, je ne fais que... Non, pas de questions. Mais j'en arrive à l'autre traitement qui d'ailleurs peut aller de pair avec la TCC, et c'est un traitement médicamenteux. Certains antidépresseurs qu'on appelle les ISRS, c'est les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine. Ça rejoint ce que je disais au début. Il y a un problème au niveau de la sérotonine dans le cerveau, donc on donne des molécules, des familles de molécules qui marchent avec avec ce problème. Sachant que souvent, ce qu'on dit, alors là, ça divise un petit peu, mais que l'antidépresseur, s'il est pris tout seul, ne va pas guérir ou rétablir. Globalement, ce qui, je trouve, moi je suis plutôt d'accord avec ça, mais là je parle à titre personnel, le travail de fond, c'est la TCC. Après, parfois, il arrive que le TOC soit tellement grave qu'on ne peut pas rentrer dans la TCC, en fait, parce qu'il n'y a pas de situation à 1 sur 10, 2 sur 10. Il n'y a que des angoisses à 8 sur 10. Et dans ce cas-là, ça peut être bien de commencer par prendre des antidépresseurs qui vont plutôt agir sur les obsessions. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, la TCC joue sur la compulsion. On s'empêche de faire la compulsion. Les antidépresseurs vont plutôt jouer sur les obsessions. C'est-à-dire ça va baisser un petit peu le niveau d'angoisse, ce qui peut permettre de commencer la TCC dans de bonnes conditions. Et c'est au fil des progrès de la TCC que les antidépresseurs vont être réduits. Ne surtout jamais arrêter les antidépresseurs du jour au lendemain sans en parler à votre thérapeute. Souvent, c'est un piège et là, c'est très grave parce que la claque, vous la prenez 6 mois après. En fait, parfois, la TCC, ça peut être fait avec un psychologue. Ça, je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas forcément auprès d'un psychiatre. Et parfois, il y a des gens qui scindent un petit peu les deux, qui voient un psychiatre pour les antidépresseurs, pour prendre des antidépresseurs, et un psychologue ou une psychologue pour la TCC. Et quand ils commencent à aller mieux, ils se disent, bon, c'est bon, j'ai plus besoin d'aller voir le psy. Ils arrêtent du jour au lendemain de prendre leurs médicaments. Et ça, c'est vraiment catastrophique parce que les effets, c'est 3, 4, 5, 6 mois après, et c'est extrêmement violent. Donc, à ne jamais faire, et on ne le dira jamais assez. Et voilà, très souvent, nous, on voit beaucoup de cas où finalement, il y a les deux. C'est-à-dire, il y a une TCC et prise de certains médicaments. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je ne sais pas si je parle voilà, la prise en charge. Donc, comme je le disais, la première des choses à faire, c'est un diagnostic. Et un diagnostic plutôt... Ah si, il y a peut-être une chose que je n'ai pas dite sur le traitement, c'est que, évidemment, en fonction des comorbidités que vous allez avoir, le traitement pourra être adapté. Je donne un exemple. Quand il y a un stress post-traumatique qui a pu déclencher un TOC ou que le TOC est lié à un événement, des techniques comme le MDR, qui ne sont pas connues comme étant efficaces sur le TOC tout seul, mais peuvent faire du bien. Un protocole pour le MDR. Ah oui, eh ben voilà, comme ça, merci de compléter. Mais il y a des gens pour qui c'est très efficace, comme
enfin, comme d'autres choses. Alors là, je ne rentre pas dans les stimulations cérébrales profondes, ce genre de choses, les opérations, parce que dans les cas vraiment les plus graves et quand rien ne marche, quand aucun antidépresseur ne marche, que les TCC ne marchent pas, il peut y avoir des opérations, il peut y avoir des hospitalisations, mais c'est vraiment les cas extrêmes. Donc, je le dis parce que ça existe, mais bon, c'est pas ce que je recommanderais de faire en première intention. De toute façon, c'est sous protocole, c'est discuté, c'est vraiment quand rien n'a marché. Donc, la prise en charge. La prise en charge, donc, c'est plutôt en première approche du domaine de la psychiatrie pour le diagnostic, mais beaucoup de gens font des TCC auprès de psychologues qui sont formés. On voit à la FTCC, et d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la proportion de psychologues et de psychiatres, mais il y a beaucoup de psychologues qui sont souvent meilleurs. D'ailleurs, ils sont plus nombreux. Et donc, bah, voilà, il faut s'orienter vers des thérapeutes qui sont spécialistes de la TCC. Et nous, on renvoie vers la FTCC, qui a un annuaire des thérapeutes qui ont été formés. C'est malheureusement pas une science exacte. Il y a des gens qui ont été formés à la TCC par la FTCC il y a 20 ans, qui n'ont jamais pratiqué. Ça arrive. On a des exemples. À l'inverse, il y a des gens qui savent faire la TCC qui n'ont pas été formés par la FTCC. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est quand même de consulter l'annuaire, de repérer quelqu'un qui... enfin là, je dis ça comme si j'étais un groupe de parole, mais ça peut toujours servir si vous avez des gens dans votre entourage. C'est de consulter l'annuaire, mais de toujours rappeler quand même le standard ou envoyer un mail au thérapeute que vous aurez repéré pour voilà, vous assurer que la personne elle est bien spécialiste du TOC et qu'elle a bien l'habitude de pratiquer la TCC du TOC, parce que la TCC ne sert pas qu'au TOC. Et comme je le disais, on peut voilà, être suivi par un psychiatre pour le suivi médicamenteux et par un ou une psychologue pour la TCC. En revanche, évidemment, il n'y a qu'un psychiatre qui pourra prescrire des antidépresseurs. Après, évidemment, les considérations nous qu'on rencontre, c'est des considérations de coût. Évidemment, ça a un coût. Et il ne faut pas croire que un psychiatre, parce que c'est pris en charge par la sécurité sociale, c'est forcément financièrement le plus intéressant, parce qu'il y a des psychiatres qui pratiquent des dépassements d'honoraires tels que c'est plus intéressant d'aller voir des psychologues pour la TCC. Enfin voilà, il faut bien regarder. Et évidemment, le concept d'alliance thérapeutique, la TCC, c'est exigeant. Et donc, c'est-à-dire que le psy va vous demander de faire des exercices qui sont difficiles. Si vous n'avez pas confiance dans votre thérapeute, vous ne ferez pas les exercices en dehors des séances ou vous lui mentirez ou quand ça ira pas, vous lui direz pas. Donc voilà, c'est évidemment important. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est très important d'avoir confiance dans son thérapeute. Plus de 50% des résultats vulnérables. Voilà, évidemment. Hop. Alors là, j'arrive dans des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est le rôle de l'entourage. Parce que c'est aussi un des nerfs de la guerre dans le TOC. Et je vais commencer par donner un chiffre. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas mis, mais dans un processus de TCC, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Et dans les TCC, les échecs en TCC, il y a 40% des échecs en TCC qui sont dus à l'entourage. 40% des échecs en TCC. Vous pouvez avoir le meilleur thérapeute possible. Si jamais vous vivez avec quelqu'un, voilà, votre mari, votre femme, votre conjoint, ou dans la relation parent-enfant, si l'entourage n'a pas un rôle approprié, ça peut vraiment contribuer à l'échec de la TCC. Et pourquoi? Parce que, alors c'est assez documenté d'ailleurs, c'est un psy de Montpellier du CHU qui est à l'EFTCC qui fait sa thèse là-dessus et qui est vraiment très très éclairante, c'est que il y a deux extrêmes en fait. Et moi j'ai connu un des deux extrêmes, c'est que quand le TOC s'invite à la maison, l'entourage il peut osciller entre deux comportements. D'une part, c'est le rejet total. Devant les lavages incessants, c'est bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, il n'y a pas besoin de se laver 50 fois. C'est un peu le rejet brutal. C'est un extrême qui aggrave le TOC parce que déjà le malade, il a bien conscience qu'il est ridicule, enfin qu'il fait un comportement ridicule, il a honte. Et quand en plus l'entourage proche appuie, c'est terrible et ça aggrave le TOC. L'autre extrême, c'est ce que moi j'ai connu, c'est qu'en fait l'entourage, au début, ça part d'un très bon sentiment, c'est voulant aider, en fait on rentre dans le TOC. Et donc se met à aider le malade à faire ses rituels, voire à faire certaines choses à sa place. Moi, quand je vivais avec ma compagne, elle se lavait les mains aussi quand elle touchait un chargeur. Je l'engueulais quand elle ne le faisait pas. Et donc voilà. Donc ça veut dire qu'elle rentre dans mon rituel. Ça crée une dépendance vis-à-vis d'elle, parce que du coup, il y a des choses que je ne peux plus toucher, qu'elle touche. Enfin, voilà. Et elle, évidemment, ça génère un mal-être chez elle qui ne fait que s'accumuler jusqu'à l'explosion. Donc, ce sont les deux extrêmes à éviter, c'est-à-dire rentrer dans le TOC, faire le jeu du TOC, et à l'inverse, rejeter trop brutalement.
Le bon chemin, qui encore une fois est facile à dire et difficile à faire, et qui peut faire partie intégrante de la TCC, c'est de définir un contrat. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, mettons, je reprends l'exemple avec ma compagne, je lui demande de se laver les mains, on va dire, 5 fois par jour à cause de mes TOC. Et ben, on va, par contrat, on va dire, voilà, à partir de demain, eh ben, j'ai le droit de te demander ça que 3 fois. Que 3 fois. Donc, on va baisser de 2 fois par rapport à la moyenne de chaque journée. Ce qui fait qu'à partir de la 4e fois, j'ai plus de joker. Et donc, elle a en droit de refuser. Et donc là, on rentre vraiment dans un processus de TCC parce que j'ai plus le droit de lui demander quoi que ce soit pour mon TOC et donc je suis obligé de prendre sur moi. Mais pour ça, il faut que ce soit consenti, évidemment. Il ne faut pas définir ce contrat dans une période de crise. Il faut que tout le monde soit d'accord. Après, je dis 3, ça peut être 4, 5, peu importe. Et l'idée, c'est que aller dans le sens de la réduction. Réduction du rôle de l'entourage dans la réalisation des rituels et ensuite réduction des compulsions du malade, tout simplement. Après, parfois, il y a des situations de crise où, quand la crise dure 3 heures, parfois l'entourage cède, donc c'est difficile. Mais c'est ça qu'il faut viser, c'est ce schéma-là qu'il faut viser. En fait, quand l'entourage aide le malade à faire ses rituels, ça aggrave le TOC aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit, sur le rôle de l'entourage ou... Non? Une autre thématique importante, c'est la thématique du travail. Il faut savoir que le TOC, c'est éligible, entre guillemets, à la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Si c'est reconnu, évidemment, c'est une démarche qui se fait auprès des maisons départementales du handicap. Vous pouvez avoir des aménagements de travail quand vous avez un TOC, évidemment, c'est étayé par un dossier médical, mais il faut le savoir. D'ailleurs, l'employeur ne connaît pas forcément le motif. C'est charge à vous si vous voulez le dire à votre hiérarchie, à vos ressources humaines, mais c'est pas du tout obligé. Et voilà, ça peut être une vraie aide. Globalement, à l'AFTOC, ce qu'on encourage à faire, c'est de continuer à travailler, évidemment, si vous êtes en capacité de le faire, parce que ça maintient un lien social. Le TOC se nourrissant de vide, si du jour au lendemain on arrête de travailler, ça peut aggraver le TOC. Donc, quand on peut travailler, nous, on pense qu'il faut continuer à le faire. Et les RQTH peut être un outil pour continuer à travailler. Et ce qui existe aussi, dans les cas plus graves, quand vous ne pouvez plus travailler, vous êtes aussi éligible aux pensions d'invalidité. Voilà, c'est une aide qui est assez faible, mais qui quand même permet de garder pendant un temps. Et là, en revanche, ça se fait auprès de la sécurité sociale et pas auprès des maisons du handicap. Ah voilà, j'arrive à peu près au bout de tout ce que je voulais vous dire. Simplement vous dire, voilà, si vous voulez aller plus loin, on a une chaîne YouTube où vous retrouverez Alexandra pour parler de la dermatillomanie, où il y a notamment Alexandre de Connor qui parle du rôle de l'entourage assez longuement. Et il y a aussi beaucoup de témoignages de personnes en essayant à chaque fois de centrer sur une thématique. Et on a fait sur les RQTH, sur l'ACT aussi, j'en ai pas parlé, mais dans la TCC, il y a les thérapies ACT que tu pratiques. Enfin, pas beaucoup, mais quand même qui existent, qui est, on va dire, les troisièmes vagues de TCC qui mettent aussi voilà, une dimension, voilà, on pourra en dire un mot, mais on en parle, et voilà, des gens qui reviennent sur leur parcours, des gens qui s'en sont sortis, des gens qui s'en sont pas sortis, mais donc c'est toujours intéressant. Et évidemment, après, sur notre site qu'on est en train de refaire, qui est très très moche aujourd'hui, notre site web, mais qui sera plus beau dans pas longtemps, il y a toutes les liens de nos groupes de parole, toutes nos actions. On essaye d'apparaître dans les médias, enfin, voilà, on essaie de faire beaucoup de choses. Et on a un groupe Facebook où il y a beaucoup, beaucoup de monde, pas que des adhérents, où voilà, il y a des gens qui échangent sur leur parcours, toujours dans une logique d'entraide, de bienveillance. Donc, voilà, ne vous privez pas d'y aller et d'adhérer, bien sûr. Et maintenant, voilà, si vous avez des questions. La chaîne YouTube, c'est Aftoc. Oui, oui, j'aurais pu le dire. Aftoc, on a toujours des vidéos en préparation, mais voilà, c'est des vidéos qui sont assez longues, mais globalement, ça vaut le coup. Enfin, quand on est concerné directement, ça vaut le coup d'y passer du temps parce que, en fait, souvent, voilà, c'est toujours bien de voir les erreurs que les gens ont faites, comment les bonnes choses qu'ils ont faites. Il y a aussi, voilà, on a une interview d'Hélène Denis, qui est pédopsychiatre, qui forme les pédopsychiatres à la TCC du TOC. Donc, on va essayer de couvrir beaucoup de sujets. Et voilà, on cherche des bénévoles aussi, accessoirement. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais, Et pour adhérer. et pour adhérer, c'est aussi depuis notre site. Voilà, c'est assez en évidence, mais je précise, c'est 30 € la cotisation annuelle. Et après des déductions fiscales, c'est 10 euros. Donc, ça nous aide. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais c'est important.
Voilà, je crois que dans le timing, on a à peu près à respecter. Donc, si c'est encore temps, s'il y a des choses que j'aurais un peu survolées ou oubliées. C'est complet, hein? Moi, c'est un parcours Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on sait d'où proviennent les obsessions très précises? Par exemple, pourquoi spécifiquement les chargeurs, les bouteilles de vin, les chemises? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, il faut voir oui, c'est très, très bien. Merci pour toutes vos questions. C'est des très bons exemples. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, bon, là, donc là, ça touche à mon exemple personnel. Moi, j'ai eu des tocs de contamination pendant 12 ans. Et en fait, il faut voir ça comme une espèce d'arborescence extrêmement complexe, une espèce d'arbre généalogique où un toc, en fait, on enchaîne un autre. Et typiquement, en fait, le toc chemise, il vient du toc cintre. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai eu un problème avec les cintres. Et du coup, comme évidemment, et pas pareil, pas n'importe quel cintre, les cintres de pressing métallique, là. Et en fait, là, avec l'aggravation du toc, eh ben, au début, j'avais un problème avec un cintre, un seul cintre qui avait dû être par terre ou dans un endroit dont mon esprit était contaminé. Et à un moment, c'est devenu tous les cintres de pressing. Et évidemment, comme mes chemises étaient dessus, ça a contaminé mes chemises. Et après, ça a contaminé toutes les chemises. Donc, en fait, les objets contaminants contaminent d'autres objets et c'est sans fin. C'est vraiment sans fin. Et donc, ça devait partir, pareil, des chargeurs. Je crois qu'au départ, ça partait d'un chargeur qui avait traîné dans un endroit. Puis du jour au lendemain, c'est devenu tous les chargeurs. Et des chargeurs, après, c'est devenu les écouteurs. Donc, c'est vraiment une chaîne de contamination qui ne s'arrête jamais. Qui ne s'arrête jamais. Et donc, c'est comme ça que ça vient. Et c'est le temps. Hein, c'est le temps qui aggrave ce que je disais. Les rituels deviennent plus complexes, mais voilà, les pensées, dire le spectre des choses qui vous posent problème aussi s'aggrave avec le temps, évidemment. Comment faut-il faire pour devenir bénévole? Oui, contacter par mail. Et donc, je vais écrire mon mail directement. Hop, comme ça, si vous voulez. Ah mince, il est où le arobase? Il est là. Voilà, comme ça, j'ai mis mon mail. Alors voilà, il me reste à vous remercier d'être venu. Il y avait des tas de choses à faire un mardi soir, d'autres que de venir parler. Alors, ah, si, une autre question. Quelles sont les missions des bénévoles dans l'association? Il y a énormément de choses à faire, des tâches de secrétariat, enfin, des choses qui sont très importantes. On essaie d'ouvrir des groupes de parole de plus en plus. Donc, on cherche voilà, des personnes qui pourront animer, sachant qu'on les forme, hein, on les laisse pas dans la nature. C'est quand même quelque chose d'assez important qui nécessite d'être un peu accompagné. On cherche des gens là pour mettre à jour notre veille documentaire, parce que il y a des recherches qui sont, par exemple, ce que tu as dit sur le MDR, ça je l'apprends, tu vois, donc on essaye de se tenir au courant, donc on fait des veilles, on traduit des articles, il y a des tas de choses autour. Voilà, c'est une très bonne chose. Vraiment, il y a des tas de choses à faire. Donc vraiment, écrivez-moi dites-moi les sensibilités que vous avez, le type de tâches que vous êtes prêt à faire. Il y a pas besoin. Alors, le site internet, oui, aussi, évidemment. Tout ce qui est référencement, ce genre de choses pour notre réseaux sociaux, on est très preneur. Donc, il y a vraiment des tas de choses. Complètement, complètement. Aller faire des conférences partout en France, évidemment, on prend en charge. Mais il y a 2 semaines, j'étais à Concarneau, on était invité par la médiathèque. Enfin, il y a beaucoup de zones où on n'est pas présent, où les gens finalement n'ont pas accès aux informations aussi facilement qu'à Paris. Et donc, c'est très important d'aller à la rencontre des territoires sous forme de conférences, sous forme de groupes de parole. Et donc, on est toujours en recherche. Parce que ce que je dois dire aussi, c'est que souvent dans les bénévoles, vous êtes présent dans la région toulousaine. Oui, Toulouse, c'est un de nos points forts. On a un groupe de parole à Toulouse parce qu'il y a plusieurs bénévoles, mais ça arrive que certaines régions, il y a un bénévole. Et s'il ne veut plus faire, il ne fait plus, et du jour au lendemain, il n'y a plus de bénévoles. Ou alors, souvent, nos bénévoles sont encore malades, et quand ils font une rechute importante, ils ne sont plus en mesure de faire quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que c'est... Dans quelles autres régions êtes-vous présent? Marseille, depuis samedi dernier. On va être à Metz, on est assez présent à Grenoble et à Lyon. Nantes, on y retourne. Lille, on a un groupe de parole. Et Perpignan aussi, on est présent. Paris aussi, évidemment. Tout ça est sur notre site dont je vais mettre l'adresse. Il y a les régions où on est présent. Voilà, c'est tout simplement. Alors, le site, je suis d'accord, il est horrible, mais dans 2 mois, il sera plus beau. Voilà.
très gros travail et très grosse dépense aussi de refaire un site. Une chose que j'ai pas dite qui est importante, on fait des groupes de parole en ligne aussi. Ce qui permet voilà, aux personnes qui sont dans des zones où on n'est pas du tout d'assister avec c'est le même format avec des animateurs, mais c'est pas en présentiel. Voilà. Mais donc merci encore Alexandra qui pousse. Merci. C'est parfois, on sait, enfin, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance si vous êtes parfois indirectement ou même directement concerné, mais enfin, ce que j'espère, c'est d'avoir quand même montré, enfin, c'est les deux objectifs que j'énonçais, que c'est sérieux, que ça peut être très grave et très invalidant, mais qu'en même temps, il y a quand même de vrais motifs d'espoir avec des sujets à surveiller. Et j'insiste encore, je suis passé un peu vite à la fin, mais le rôle de l'entourage est primordial. Et j'encourage, si voilà, vous avez des gens autour de vous, si vous-même vous êtes concerné, à impliquer l'entourage très proche dans la TCC. Ça se fait, enfin, ça se fait pour que finalement l'entourage ne soit pas un poids pour leur établissement, mais au contraire un atout. C'est vivement conseillé dans les TCC, ça fait partie du concept de soins dans les TCC. Bien sûr, mais c'est pas du tout, c'est très rare. Et pourtant, c'est peu pratiqué. On voit beaucoup de gens, nous, en fait, qui font des TCC avec des bons thérapeutes, mais tous les progrès qu'ils font, en fait, sont un peu mis à mal par l'entourage qui reste dans le TOC. Et souvent, ça part d'un bon sentiment, par manque d'information, tout simplement par manque d'information. C'est rageant. Ça maintient, en fait, c'est un facteur de maintien du TOC, alors que c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui pensent aider, qui pensent soulager. Mais en fait, c'est un effet néfaste. Bon. J'ai des cartes de visite si vous voulez rester. Évidemment, on a aussi des paires, j'ai pas dit, mais on a une adresse à laquelle on peut nous écrire que je vais mettre. On a un numéro de téléphone si vous voulez avoir un contact plus personnel ou en basse. Donc, évidemment, la limite de notre rôle, c'est qu'on n'est pas des thérapeutes, on ne fait pas de diagnostic et on corrobore pas. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, voilà, j'ai ça, est-ce que c'est un TOC? On ne se prononce pas. C'est comme la question là, du début. On dit, allez consulter, ça ressemble, ça peut en être un, ça peut ne pas en être un. Mais on n'est pas. Et nos groupes non plus ne sont pas thérapeutiques. Non, en parler peut faire du bien, ça fait du bien, mais ça ne soigne pas. Enfin, ça complète, ça accompagne, mais voilà, je ne sais pas si je veux clôturer ou non. S'il faut arrêter l'enregistrement, je ne sais pas trop comment ça marche. Alors, hop. On va arrêter là pour aujourd'hui. Très bien. Allez, Alors, bravo. non, merci à vous, vraiment merci à vous. Pour une fois, il y avait des tas de choses à faire. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On aura fait aussi. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup et bonne soirée.